bonsoir. Et merci aux Jeunesses musicales ainsi qu'au Etchepare Institute, je ne sais pas si je le dis correctement, vous me le direz, hein, Aurélia Arcocha, de permettre cette rencontre, une rencontre qui se passe ici, dans le point culture, qu'on remercie donc aussi de nous accueillir. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques minutes, et d'emblée, vous m'avez dit, je ne suis pas une romancière, je suis une auteure et je suis une poète. Vous êtes également professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, vous y enseignez la littérature basque. Et une des premières choses que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est je suis trilingue, ma première langue, c'est le basque. À partir de quel moment, Aurélia, est-ce qu'on se rend compte en tant qu'enfant qu'on a des langues différentes? À partir de quel moment est-ce que vous vous souvenez que les choses se sont différenciées pour vous? Alors, il s'agit d'une vraiment excellente question parce que effectivement, je me souviens de la première fois que j'ai disons entendu vraiment du français, non peut-être pas entendu, mais où j'étais dans un environnement francophone. Donc c'était à l'école maternelle. Voilà. Donc avant, il n'y avait pas eu de français? Non, parce que c'était la langue de la maison. Il y avait peut-être du français, oui, rencontré. Oui, mais pas chez vous. Mais pas chez moi, pas dans le cadre de la maison. Donc voilà. Tandis que là, je me suis retrouvée une première fois. Mais ça n'a pas été du tout traumatisant pour moi parce que j'avais, disons que j'avais on va dire, des habitudes de déplacement dans la famille qui fait que j'ai dû, entendre donc déjà d'autres langues. Et même si on ne parlait que le basque à la maison, ce n'était pas une fermeture, c'était plutôt une ouverture. Donc je me suis très facilement assimilée. Donc j'ai appris le français tout à fait naturellement. Et puis ensuite, je me souviens très très bien également du moment où j'ai appris l'espagnol. Voilà. Et donc je l'ai appris en vacances. Je devais avoir 6 ans et demi, avec des petites voisines qui ne parlaient ni le basque ni le français et qui étaient venues me chercher. Voilà. Et ce moment aussi est resté. Ce sont on va dire des goûts, des couleurs, le soleil, le mur ocre, disons, contre lequel j'étais adossée, et la chaleur et la sympathie des petites filles qui étaient venues me voir, moi aussi étant une petite fille. Donc tous les souvenirs que j'en ai gardés ont été gardés aussi dans leur dimension. Donc vous associez de l'affectif, des affects, oui, c'est ça, des souvenirs heureux à l'apprentissage d'une langue. C'est ça. Alors vous avez choisi d'écrire essentiellement en basque. Oui. Le basque, c'est quoi? Ça recouvre cette province, c'est un peu plus d'1 million de locuteurs. Oui. C'est un choix que d'aucuns pourraient trouver extrême en se disant mais enfin, finalement, est-ce qu'un auteur fut-il de poésie? Et on parlera tout à l'heure de l'importance de la poésie. Et la poésie, c'est pas Maurice Carême et c'est pas Gnangnan, même si parfois c'est perçu comme ça. Mais c'est quand même un choix qui peut sembler assez radical, non? Je ne l'ai pas vécu comme ça et je ne le vis pas comme ça. Donc peut-être vu de l'extérieur, ça peut paraître ainsi, mais disons que moi, je me promène avec ma langue et mes langues comme un escargot avec sa coquille. Et en fait, c'est ainsi que je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important, mais je pense que parce que c'est comme ça depuis que je suis toute petite, c'est le déplacement. Je me déplace avec ma langue, quel que soit l'endroit où je suis. Donc ce n'est pas forcément non plus rattaché à un territoire fixe donné, qui serait le Pays basque. Au départ, oui, bien sûr, et même aujourd'hui pour une grande part. Mais ceci dit, ça peut regrouper toutes sortes de territoires aussi. Là où je me trouve, Bruxelles, par exemple. Alors, vous parlez de territoire. Dans Septentrio, notamment, il y a des cartes, pas que, dans cet ouvrage-là. Qu'est-ce qui vous fascine dans les territoires? Alors, disons que j'ai eu un goût pour les cartes depuis mon enfance. C'est un goût qui a commencé à l'école, mais pas seulement.
À la télévision aussi, parce que enfant, je me souviens, j'aimais beaucoup regarder les grands reportages, et donc les cartes qui se dessinaient d'abord. Et notamment, je me souviens des Pays-Bas que je confondais avec le Pays Basque, vous voyez. Donc pour moi, il y avait toutes sortes de confusions, finalement, dans lesquelles j'ai vécu, et sans trop de problèmes. Et ensuite, avec les cartes, ce qui m'a, disons, beaucoup intéressé, c'est la réflexion menée avec l'écriture sur la question directionnelle. Regarder la carte, mais il s'agit toujours d'une carte mouvante, et toujours d'une carte qui change selon la position où l'on se trouve. Non seulement selon la position où l'on se trouve, mais selon l'époque où l'on se trouve. Et même, il peut y avoir plusieurs cartes, et il y a toujours plusieurs cartes dans les époques si vous voulez, qui vivent de manière concomitante ou à peu près concomitante. Donc cela, une carte arabe, par exemple, ou une carte occidentale. Voilà. J'aime bien le regarder, voir le questionnement de l'auteur de la carte ou des auteurs à travers les paysages et les lieux qu'ils ont représentés. Alors, si on imagine et les manques aussi. Oui, si on imagine que vous ayez là en ce moment une carte de l'endroit où vous êtes, mais une carte forcément élargie, qui déborderait ces frontières-ci, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette carte du monde dans lequel vous vivez ? Vous voulez parler du lieu dans lequel je me trouve maintenant, ici à Bruxelles, ou plutôt dans on va dire, dans le positionnement dans votre positionnement, et notamment plus vaste et plus poétique. Oui. Tout d'abord, je laisserai quand même la place essentielle à la relativité, c'est-à-dire à la liberté. Donc, parce que je n'aime pas trop les enfermements, et donc je ferai des cartes, si j'avais à les dessiner, des cartes, des cartes alternatives. C'est-à-dire des cartes, je dessinerai des cartes qui fussent mouvantes et souples. Voilà. Je trouve que c'est très important. En opposition à une rigidité que vous constatez ? Oui, bon, écoutez, c'est une chose banale que tout le monde peut constater. Il suffit de regarder on va rester dans la question des cartes, je ne vais surtout pas m'en éloigner. On va s'en servir même comme d'une métaphore. Mais lorsqu'on regarde le nord, le sud, l'ouest, l'est, et c'est pour ça que j'avais appelé d'ailleurs mon ouvrage Septentrio, donc en latin, et non pas Septentrion. Le septentrio latin me plaît beaucoup parce que justement il ne se situe pas dans la verticalité dans laquelle on se l'imagine souvent. Évidemment, oui, à partir d'une certaine époque, mais j'aime bien aussi les septentrios décalés, comme dans les cartes hantées, ou voilà, des cartes, on va dire, on pourrait les appeler, je ne sais pas si le mot est adéquat, mais théologiques. Voilà. Et donc, j'aime bien ces décalages. Et aujourd'hui, si vous regardez la carte du monde, voilà, vous avez, c'est évident, hein, vous avez des territoires où des pays sont coupés au couteau, par exemple, avec des angles. On voit qu'on a utilisé vraiment l'équerre vraiment. Je ne sais pas si c'est tout à fait naturel. Voilà. Par exemple. Mais ceci date déjà de quelques siècles, peut-être même. Et puis les cartes se modulent sans cesse aussi. Hein, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même, pour un auteur, parce que moi je suis une cartographe, mais en littérature, surtout, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il est important de respecter les langues et de voir qu'une langue, même si elle est catégorisée comme étant petite, comme étant régionale ou pas, selon l'endroit où l'on se trouve, hein, puisque la mienne, par exemple, elle est régionale en France, mais elle n'est pas régionale dans la communauté autonome où je publie.
Et ceci peut être aussi, on va dire, appliqué au catalan. C'est exactement la même situation. Voilà, mais peut-être d'autres langues aussi sont dans ces situations-là. Ceci dit, ces langues-là produisent comme ça, on va dire, peuvent donner lieu à des créations. Et lorsque l'on crée avec des mots, ben on ne pense pas à la situation sociolinguistique de sa langue. On pense au monde et à cette façon toujours plus ou moins maladroite, puisque si on n'écrirait pas, que nous avons chacun, enfin moi en tout cas, je fais ce que je peux, hein, on va dire, pour raconter le monde à travers des mots. Parce qu'une écriture, ce n'est finalement qu'une grammaire. Est-ce que vous pensez le monde de la même manière quand vous l'écrivez en basque ou en français? Ou est-ce que le monde est différent? Je ne sais pas si je puis répondre par oui ou par non. Je voyage sur le même territoire. Je passe d'une langue à l'autre. Enfin, j'ai vécu une expérience, puisque j'ai publié un livre en français, le seul livre en français pour l'instant, en 2006 ici à Bruxelles, donc sur un questionnement cartographique et aussi linguistique, mais cartographique et poétique. Mais pour moi, il s'agissait d'un continuum. Il n'y a pas de rupture. Alors, je ne saurais vous dire si c'est la même partie du cerveau qui pense en français ou en basque ou en une autre langue. Mais en fait, chez moi, comment vous dire, ce n'est pas le même matériau. C'est un petit peu comme en peinture. Quand vous peignez au couteau, quand vous peignez au pinceau. Voilà. Donc, on va dire, l'outil n'est pas le même. Mais vous peignez sur voilà, vous êtes en train de créer peut-être ou de varier, d'écrire une variation sur la même thématique. Voilà, je n'ai pas d'impression de rupture. La langue est différente, c'est ça qui est fascinant. La langue, moi j'adore les langues, donc si vous voulez, chaque langue pour moi est un objet de fascination, d'immense respect. J'adore les langues. Et je me permets d'écrire en français, mais par exemple, je ne me permets pas d'écrire en espagnol, qui est quand même une troisième langue que j'ai apprise quand même tôt. Mais je considère que c'est vrai que chaque langue a une telle évolution en littérature ou à travers ses littératures qu'on ne peut pas comme ça, même si on parle très bien une langue. Et bon, j'ai été prof d'espagnol, etc. Donc vous voyez que, mais j'ai travaillé avec les traductrices lorsque cette interview était traduite en espagnol. En revanche, le fait de traduire avec les traductrices a été un très beau travail aussi d'échange, on va dire. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la langue basque et sur la situation actuelle. Vous l'avez dit, le basque c'était à la maison. Quand vous entrez en maternelle, forcément vous êtes confronté au français. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, le basque est appris ou pas? Oui. Depuis quand même, c'est longtemps. Il y a une situation... alors on ne peut pas comparer les divers territoires, puisqu'il faut déjà situer, on va dire, positionner la langue. Il y a donc deux États. L'essentiel des locuteurs se trouvant dans l'État espagnol, dans la communauté autonome basque, qui a le plus grand nombre de locuteurs, et la communauté forale de Navarre. Grosso modo, on va dire 600 000, entre les deux territoires, 600 000, un peu plus, excusez-moi, de locuteurs bascophones. Mais l'essentiel étant au sein de la communauté autonome, et où la langue est co-officielle. Ensuite, elle est co-officielle depuis 1979, mais depuis 1982,
il y a eu quand même une législation sur la normalisation de la langue basque pour tout ce qui est administration, école, médias. Voilà. Ceci dit, les habitants vous diront qu'il y a toujours des problèmes et que la situation n'est pas idéale et qu'il y a encore beaucoup à faire pour que la langue basque puisse avoir au sein de la communauté autonome basque on va dire, un vécu normal, normalisé totalement. Mais bon, déjà, il y a une situation de co-officialité. En Navarre, la situation est différente. Il y a une situation de co-officialité selon. Donc, il y a 3 zones, une zone bascophone, une zone mixte et une zone non bascophone. Dans la zone nord du territoire, dite zone bascophone, et dans la zone mixte, le basque est co-officiel, mais la situation n'est pas, on va dire, sans causer des problèmes sur on va dire, sur la situation de la langue basque. Et en France, donc, nous avons une toute autre situation, puisque au sein de l'Hexagone, moi je suis des citoyennetés françaises, et au sein de l'Hexagone, la langue basque, comme le catalan d'ailleurs, est considérée comme étant une langue régionale. Voilà, nous avons besoin d'un qualificatif. Alors, il n'y a évidemment pas de co-officialité et très peu de locuteurs, enfin beaucoup moins, on va dire, 50 000, quelque chose comme ça, grosso modo. Voilà, donc les situations sont distinctes. Et pour moi qui habite une zone de frontière, qui est la pointe ouest, donc j'habite juste à la frontière, donc dans une ville qui s'appelle Hendaye, et ces villes frontières aussi sont des zones très intéressantes, puisque justement on voit des vécus linguistiques et d'organisation politique complètement différents. Et ça se marque comment? Si vous pouviez essayer de parler de cela, d'un côté ou de l'autre de la frontière, d'un côté où la langue est co-officialisée et de l'autre où elle ne l'est pas. Ça se marque comment? Dans la vie des gens. Et dans le rapport affectif aussi. Oui. Alors, et au pays. On ne peut pas répondre de manière absolue, parce que voilà, moi je ne peux répondre que on va dire, à travers le vécu du piéton, de la personne qui traverse le pont international, excusez-moi, j'ai un rhume, qui s'attarde pour prendre un café. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression que qu'il y a quand même une présence plus effective du côté communauté autonome basque, ne serait-ce que dans l'administration, par exemple le palais de justice, Hendaye est une petite ville, pas si petite, enfin 13 000, 15 000 habitants, balnéaire, et juste de l'autre côté de la frontière, vous avez une ville qui doit faire 50-60 000 habitants, je ne sais pas trop, mais disons grosso modo, qui est Irun, et donc qui applique dans son... alors je ne sais pas dans quelle mesure, mais comme toutes les villes de la communauté autonome, elle peut appliquer la co-officialité. Et ces documents administratifs qui sont en bilingue sont juridiquement valables dans les 2 langues. C'est-à-dire que lorsque vous avez un document administratif en basque et en espagnol, mais la partie basque est aussi valable que la partie qui est en espagnol, ce qui n'est pas le cas du côté français. Du côté français, vous pouvez très bien avoir un document administratif en bilingue. Alors bon, c'est bien, c'est mieux que rien.
mais la partie écrite en basque n'a pas en fait de valeur juridique. Si vous avez un problème, s'il y a un litige, c'est la partie en français qui compte. Mais quel impact Par est-ce que ça a, exemple. par exemple, sur la culture? Est-ce que d'un côté à l'autre de la frontière, l'impact culturel est différent? Est-ce qu'on voit qu'au niveau de la production culturelle, qu'elle soit littéraire, théâtrale, musicale, je veux dire, le fait que d'un côté la langue soit co-officialisée et de l'autre pas, donne finalement à voir et entendre des choses différentes? Vous allez m'excuser parce que je suis un petit peu... voilà, excusez-moi. Oui, écoutez, vous voyez par exemple cette manifestation est possible parce que elle provient en fait de la communauté autonome basque, l'Institut Etchepar, organisatrice de ces belles manifestations que vous avez pu voir tout au long de la semaine, et donc fait partie, enfin, est au sein donc des instances donc diverses régies par le gouvernement basque. Alors, cela n'est pas possible Du côté français. Du côté français, pas comme ça, non. Et donc il y a une promotion de la langue basque vraiment admirable qui peut se faire au niveau international de cette manière-là. Par exemple, ici, vous en avez un exemple. D'ailleurs, je remercie, en ce qui me concerne, l'Institut Etchepar de m'avoir invité. C'est un petit peu atypique, puisque moi, je suis de citoyenneté française. Mais voilà. Excusez-moi. Et pour rester un tout petit peu sur la culture et sur les, j'aime pas le mot, mais bon, disons la production, le produit culturel, est-ce que ça se note aussi dans la manière dont les artistes effectivement produisent? Est-ce qu'on pourrait dire que d'une part, il y a des artistes qui peuvent être en rupture parce que cette langue n'est pas officielle ou co-officielle, et que de l'autre côté, on a peut-être des artistes qui sont plus apaisés, même si je ne sais pas ce que ça veut dire pour un artiste d'être apaisé, mais enfin, on n'est pas tous des poètes maudits. Moi non plus. Oui, mais on n'est pas des poètes maudits tous non plus. Non Donc, je ne voilà. sais pas si ça se pose en ces termes. Je peux vous dire que, par exemple, beaucoup de travail se fait donc à l'Institut culturel basque, au sein de l'Institut culturel basque, donc, qui est du côté français. Donc, je connais les animateurs et vraiment un travail vraiment. Ils font un travail vraiment. Un très beau travail. Et ils travaillent main dans la main avec les artistes donc de la communauté autonome. Donc les échanges, si vous voulez, sont constants entre les artistes qui ne se posent pas tous les jours la question. Moi, par exemple, je vois Alex qui vient me voir et qui est là en face de moi et de l'Institut Etchepar. Je ne me pose pas la question, voilà, tout le temps, ah tiens, il est... Non, voilà, on est ensemble, si vous voulez. Et nous, on va dire, au sein de puisque le Pays Basque, au sein de l'Hexagone, c'est une partie des Pyrénées-Atlantiques, on n'en a pas parlé, hein, donc ce sont 3 provinces historiques, Dassou, le Bas-Lavar et donc du Labour, la Handaï étant dans Labour, 3 provinces au sein donc d'une entité qui se dénomme les Pyrénées-Atlantiques. Et il est vrai que donc pour les artistes en fait du Pays Basque Nord, Iparralde ou de France, comme vous voulez l'appeler, la force, et il y en a vraiment, il y a une force créative, tant au niveau enfin je veux dire à tous les niveaux de la culture, pas simplement en littérature, mais également dans les arts plastiques, musicaux. Donc, il s'agit d'une force qui porte beaucoup les Basques, disons, qui sont du côté Pays Basque français. Et donc, les échanges sont constants. Voilà. Quel est votre rapport à la poésie? Pourquoi avoir fait ce choix d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, poète et pas romancière? Alors, oui, je pense que c'est un choix.
Je pense que, il n'est pas, peut-être qu'un jour je créerai un roman, j'en sais rien, mais pour l'instant, ce qui m'a intéressé, on va dire, c'est la rigueur. Voilà. Il faut être plus rigoureux quand on écrit de la poésie. Non, ce n'est pas ça. Parce que non, la rigueur dans le sens, je ne voulais absolument pas dire qu'il fallait être plus rigoureux ou moins rigoureux. Ce n'est pas ça. Je pense que c'est une question de rapport entre les pleins et les vides. Je ne saurais pas comment le dire autrement, si vous voulez. En même temps, merci. Merci beaucoup. En même temps, je considère, oui, c'est difficile, mais là, ça va un peu mieux. La quinte est passée, c'est terrible. En même temps, si vous voulez, les choses ne sont pas aussi évidentes. Je fais une incise. Oui. Il y a des écritures où on ne sait pas si on est dans le roman, si on est dans la poésie. C'est de la poésie, c'est du roman. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont ces entre-deux où on ne sait pas trop. Voilà, Moi, quand je lis Pascal Quignard, par exemple, qui est un auteur que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai toujours l'impression d'être dans de la poésie. Voilà. Il peut y avoir des personnages, il peut ne pas y en avoir, mais voilà. Donc, en fait, c'est ça, si vous voulez. Ce n'est pas tellement séparer les gens, c'est plutôt être dans une écriture où on ne se pose pas cette question. Voilà. Et donc, du coup, on aura aussi la possibilité d'évoluer vers autre chose au sein de cette écriture-là, définie comme roman ou pas, mais c'est cette liberté-là, moi, qui me plaît, avec en plus un positionnement aussi, on va dire, décomplexé vis-à-vis de l'auteur. C'est-à-dire Bon, c'est une banalité, ce que je veux dire, mais il y a surtout depuis le 19e siècle, si vous voulez, hein, voilà, donc il y a j'allais dire divinisation, c'est un petit peu trop, peut-être. Mais c'est vrai que, si vous voulez, de l'auteur, qui s'est accentué peut-être avec les médias, vous voyez, et en même temps, cela va avec une déperdition du livre. Alors ça paraît être un paradoxe, mais c'est vrai que l'on assiste en même temps à des... on va dire le livre produit, vous voyez, le livre produit qui est diffusé en masse, qui ne dure que très peu, puis si ça ne se vend pas, ça veut dire que c'est mauvais, donc si ça n'est pas distribué aussi, au rebut, au pilon, etc., etc. Donc tout ce monde-là, si vous voulez, moi je le vis tout à fait en retrait, et ça me convient, disons, de le regarder comme ça en retrait, parce que je me dis que, bon, il y a beaucoup de bruit, voilà. Et j'aime bien, en revanche, la position de l'artisan, mais des anciens artisans. Pas de l'artisanat d'art, je n'ai rien contre les artisans d'art, mais je veux dire ces iconisations que l'on fait aujourd'hui, des vieux artisans, des gens à l'ancienne, puis des peintres, on va dire des visionnaires à l'ancienne, qui sont là, qui essaient de faire quelque chose, de le partager avec d'autres, de le faire avec d'autres, et surtout qui savent qu'ils doivent beaucoup aux autres, à ceux qui ont déjà écrit avant, à ceux qui ont peint avant, et cette vision de l'atelier qui revit à travers des petites maisons d'édition aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai publié dans cette maison d'édition, Atelier du Héron, qui publie je remercie Pascal No et Serge Paulus qui m'ont publié et qui ont fait des livres magnifiques à la manière des artisans d'autrefois, puisqu'un livre,
c'est un objet et on l'oublie parfois. C'est aussi un parti pris c'est le parti pris du temps long par rapport en opposition à cette société où on zappe tout le temps, où tout va très vite, trop vite. C'est ça aussi, la poésie. Mais écoutez, vous dites tout à fait une chose tout à fait fondamentale, et c'est la question du temps. Rien, jamais ne s'est fait sans temps. Et on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, oui. Or, c'est faux, c'est complètement faux. Et ça ne peut fabriquer que du superficiel. Et peut-être si un artiste a quelque chose à faire à travers sa musique, sa peinture, le théâtre, l'écriture, c'est peut-être de dire simplement ça. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Voilà, déjà c'est beaucoup. Vous vous arrêtez souvent? Oui, je m'arrête très souvent, justement. J'aime beaucoup ça. Et surtout, comment vous dire, s'arrêter et passer, mais de manière imperceptible, de manière à regarder ce qui se passe, à regarder comment la rue peut changer, comment elle change les travaux, par exemple. C'est toujours très intéressant, les travaux. Une rue en travaux, une zone en travaux, c'est une zone qui vit. J'aime beaucoup, je trouve très beau la rue en travaux. Je trouve ça, je trouve esthétiquement beau. Et voilà, j'aime beaucoup la photo aussi. Donc, ce sont ces questionnements-là qui sont les miens. Et quand vous prenez ces temps d'arrêt et que vous voyez la rue évoluer en travaux, est-ce que vous portez aussi un regard sur votre évolution à vous? Est-ce qu'elle vous est perceptible ou pas? Non, je n'y pense pas. Non. Moi, ce que je me dis, voilà, je vais vous dire tout à fait ce que je me dis. Je me dis, ça, c'est pas mal. Donc, je prends en général mon appareil. J'ai toujours un appareil photo avec moi, mon smartphone. Je prends une photo. C'est très important. Et donc, vous figez l'instant? Oui, je sais bien, mais c'est le paradoxe. Je ne peux pas faire autrement. Et voilà. Et il faut vivre avec son paradoxe, sans complexe, tranquillement. Et ensuite, je me dis, ben voilà, je vais en faire le billet de la semaine prochaine. Parce que tous les mercredis, je fais un petit billet poétique dans un journal basque, le seul qui existe, qui s'appelle Berria. Et je me dis, ben voilà, donc je vais partager ce moment avec mes lecteurs. Parce que autre chose qui est essentielle, c'est la presse. La presse, bien entendu. Bien entendu. Voilà, la presse où l'on s'arrête. Et justement, je collabore depuis près de 10 ans avec ce journal qui m'avait proposé en 2004 donc, une chronique. Je leur avais dit, bon, moi je veux bien, d'accord, mais il faut que vous me laissiez carte blanche, parce que sinon, ce sera non. Et alors, donc on m'avait dit, oh non, mais tu as carte blanche. Alors nous sommes plusieurs écrivains, donc on occupe un jour chacun dans la semaine. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce moment de liberté qui est aussi un moment d'exigence, puisque c'est quand même, il y a une colonne, c'est un espace. Donc ça fait partie de la rigueur, voilà, mais dont on a besoin. Bon, voilà. Et de la contrainte, on va dire. Ceci dit, à l'intérieur de cette contrainte, j'aime bien m'arrêter. Et c'est ça. Alors je me dis, voilà. Donc cette rue, par exemple, comme ça, avec ses lumières, ses néons, etc., la tombée de la nuit, avec on va dire, les écriteaux bilingues, etc., les voitures, l'espace, la ligne de fuite. Ah, c'est beau. Et je vais l'écrire et je vais le partager avec mes lecteurs. J'essaie de les faire s'arrêter. Je ne sais pas s'ils le font, mais voilà. En tout cas, c'est aussi ça, l'écriture, je pense. Moi, j'aime bien me référer pour certaines choses
au 19e siècle, même si d'autres choses, je ne les aime pas, mais au 19e. Mais là, j'aime bien ce rapport à la presse que l'on avait et ce rapport vivant, avec l'écriture à travers la presse. En France, il y avait une grande tradition que je trouve admirable. Vous avez des rituels, alors peut-être pas pour cette chronique, puisque là vous êtes dans une contrainte qui est d'en produire une par semaine. Mais sinon, est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Ben oui, un petit peu. Enfin, disons comme tout le monde, je pense. Je ne sais pas si vous parlez des carnets, Ça, ou un lieu, ou avec ou sans musique, ou non. type de stylo, un Oui. type de crayon, Oui, voilà. Non, un type de papier. pas un type, parce que de toute manière, moi je suis. Vous savez, c'est toujours. C'est plus ou moins l'urgence aussi. Parce que quand on est. En fait, ça dépend. J'aimerais bien en avoir. Voilà, j'aimerais bien être méticuleuse à ce point, avoir mes stylos, etc. Mais je n'y arrive pas. Donc, si vous voulez, j'ai plusieurs carnets que j'ai entamés, ensuite que j'ai laissés, que j'ai repris. Mais peut-être il y a un rituel que j'ai, peut-être, c'est celui du carnet, parce que j'aime beaucoup les carnets. Et même si ensuite je vais l'oublier chez moi ou je ne vais pas pouvoir le continuer, disons, comme je l'aurais souhaité, peut-être un an va passer avant que je puisse reprendre la page. Mais ceci dit, le carnet est très important pour moi. Et en général, le carnet, je le choisis. Oui, j'aime bien. Je rêve déjà. Je me dis, tiens. Et parfois, j'y mets je le redécore. Enfin, voilà. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Ça fait partie, oui. Écrire, c'est un exutoire à quoi? Oh, je ne me pose plus la question parce que. Mais vous êtes posé. Ben oui, mais si vous voulez. Comment vous dire? La psychanalyse m'intéresse beaucoup, m'a beaucoup intéressée. Et si vous voulez, je continue à m'y intéresser beaucoup. Mais en ce qui me concerne, disons que je ne cherche pas trop loin. Ceci dit, je pourrais vous dire, oui, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je pense qu'il y a un mal-être quelque part, c'est-à-dire un positionnement difficile, alors qui est accentué par ces questions tout à l'heure dont nous parlions, de langue, etc. Parce que c'est vrai que quand on aime la littérature et on l'aime dans toutes les langues avec lesquelles on y a accédé, on aime une littérature plurilingue, on aime une littérature polyphonique, et puis là, avec une place énorme laissée à la traduction, puisque malheureusement, moi en tout cas, je sais pas, je ne lis pas le chinois, j'aimerais bien, mais voilà, je rêve devant les idéogrammes, etc. Mais alors je me suis dit aussi, enfin, j'ai essayé de me poser la question. En fait, je pense qu'il y a plusieurs réponses, puis des réponses que l'on ne connaît pas soi-même. Ceci dit, je pense, oui, que les positionnements on va dire comme ça, vous savez, on ne sait pas trop, on n'est jamais à sa place. On nous colle des places, puis on n'est jamais dedans. On est toujours ailleurs que dans la place que l'on vous a, où on a voulu vous mettre, etc. Alors là, voilà, ça va pas trop. Donc, et puis aussi, je me suis dit aussi qu'il y avait également peut-être on va dire, des liens avec des silences historiques, je dirais. Voilà. Qui font que peut-être on a envie soit d'écrire sur la mémoire, sur voilà, quand on a eu des grands-parents qui ont souffert de la guerre civile, ou voilà, donc on a etc. Donc on peut avoir aussi, je pense, un rapport face à ça. Et ceci dit,
encore une fois, je vais parler de paradoxe. On se sent aussi tout à fait fragile et tout à fait inutile. Je dis, ce que je fais, ce que j'écris, en fait, voilà, c'est si peu, puis de toute manière, ça ne dure pas, et de toute manière, voilà comment ça passe, quoi. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du monde contemporain. Voilà comment ça passe, et voilà comment ça se passe. Mais ceci dit, on ne peut pas s'empêcher de créer, quoi. Donc, sans aller au-delà, je ne vais pas appeler Freud, mais voilà. En même temps, ce que vous venez de dire, c'est de l'ordre de la transmission. Et c'est sans doute pas un hasard non plus si vous êtes professeur. Ah oui. Parce qu'être professeur, c'est transmettre. Oui. Et ou non, ce n'est pas un hasard. Bon, c'est aussi une question importante. Être enseignant, c'est transmettre. C'est aussi beaucoup recevoir. Et c'est être avec... moi, j'aime beaucoup mes étudiants. J'ai un rapport affectif avec mes étudiants. Et je les aime beaucoup. Je les aide autant que je peux. Et ce qui m'importe aussi, c'est, on va dire, je vais utiliser... ça va faire un peu discours, mais c'est défendre... à travers ma petite section, la littérature, les sciences humaines. Parce que je trouve que, voilà, aujourd'hui, à l'université, une université qui peut être aussi en danger en ce qui concerne les sciences humaines, on a besoin d'avoir des positionnements engagés, je n'ai pas peur du mot. Voilà, donc il y a ça aussi. Il n'y en a pas assez dans les universités de positionnement engagé. Moi, je trouve qu'il y en a. Il y en a dans l'université que je connais. Il y en a. Si. Vraiment, il faut avoir la foi. Il faut se dire que l'ancienne université, a encore de beaux jours devant elle, avec des sciences humaines qui peuvent être enseignées à tous les étudiants. Université ouverte. Voilà. On évoquait tout à l'heure le fait que, en tout cas en Espagne, il y avait donc dans la communauté cette co-officialisation de la langue. Est-ce que vous constatez qu'il y a plus ou moins de publications aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ou 25 ans? Ah oui. C'est incomparable. Aujourd'hui, de toute manière, comment vous dire, il y a de très grands auteurs qui sont traduits dans plus de 30 langues. Je parle évidemment de Bernardo Achaga, qui est vraiment l'icône absolue, mais il y a également César Vittoria, et Maria Sonlanda, Carmen Uribe, enfin, donc il y a de Icharo Borda, donc chez nous, du côté français, qui est très connu, et Urra Palategui, qui ont été distingués ces dernières années par la communauté autonome, en recevant le prix Euskadi. Et puis de très nombreux autres auteurs, Ibn Saldua, etc. Bon, enfin voilà, qui sont vraiment de très grands auteurs qui sont lus, traduits, et certains qui ont eu le Premio Nacional de Literatura donc à Madrid, qui est donné à partir de l'ouvrage écrit en langue, si vous voulez, de l'autonomie, mais ensuite traduit en espagnol. Donc certains auteurs, et cela est vraiment le cas également pour le catalan et pour le galicien, donc sont traduits dans de très nombreuses langues. Et il s'agit d'une littérature qui se porte bien, même si la situation est difficile pour tous à cause de la situation générale, et qui touche également le monde du livre, mais il n'y a pas de comparaison possible, si vous voulez, en se référant à il y a 30 ans. Voilà. On va dire l'autonomie, je crois, donc elle date de 79, grosso modo. Et donc aujourd'hui, on est en 2013. Et le livre a été aidé aussi. Moi, je ne suis pas contre le fait que le livre soit aidé, puisque
voilà. Le livre a été aidé aussi. Et donc il l'est et les auteurs sont très dynamiques. Et là, ces jours-ci, ces jours prochains, le, le 5, je crois, débute la plus grande foire au livre du Pays Basque, qui est la foire de Durango. Comment savez-vous qu'un texte est terminé? Qu'est-ce qui vous fait dire à un moment donné, c'est bon, c'est en accord, c'est juste? Oui. C'est quand je l'ai assez ciselé que j'en ai sorti. Mais vraiment, c'est très momentané. Hein, c'est-à-dire, vous avez raison de dire à ce moment, oui, là c'est juste. Là c'est juste. Là c'est juste. En général, c'est quand j'ai enlevé les scories. Voilà, c'est quand j'ai enlevé le surplus, quand j'y ai ajouté des silences et voilà. Donc il n'y a pas trop de superflu, grammaticalement parlant, on va dire. C'est quoi un silence en littérature? Parce qu'en musique, tout le monde peut se l'imaginer. Et quelle est la représentation du silence pour vous en littérature? J'allais vous dire, parce que quand vous me posez la question, ce sont des images que je vois. Oui. Donc je vois des mots et intercalés. Alors dans nos écritures actuelles et depuis quelques siècles, évidemment, on sépare. Puis on a légiféré aussi, je veux dire, grammaticalement parlant, pour séparer les mots comme ci, comme ça, etc. Ceci dit, donc j'allais vous répondre en me référant aux mots que je vois avec on va dire, avec des vides graphiques. Et ceci dit, ma réponse ne vaudrait rien si je me trouvais à l'une des époques médiévales ou en Occident. On avait dans un rien n'était texte, séparé. tout était. Donc, ce n'est pas si différent de la musique, finalement, ce silence-là. C'est un silence musical, c'est un silence vocal, un silence que l'on entend dans son texte, que l'on se dit à l'intérieur de soi. Voilà. Et moi, j'insiste sur le fait que c'est toujours un travail artisanal, avec les mots, le verbe, l'article, l'adjectif. Enfin, c'est un travail d'humilité. C'est pas monacal, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai que la méditation a quelque chose de... Oui, c'est un arrêt. Quand il n'y a pas... Moi, je ne réussis pas à chaque fois. Hein. Je vous dis, hein, puis ensuite, parfois, on n'est pas content et on croit qu'on a fini. Et puis on est content parfois. Puis plus tard, on se dit, mince alors, c'était pas quand même, c'était comme ci, comme ça. Donc, c'est toujours du provisoire. Ceci dit, ce qui compte, c'est la route, hein, c'est le cheminement et ce que l'on essaie de faire, même si la bataille est perdue. Peu importe. Je vais bientôt laisser la parole à ceux qui sont dans la salle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur votre chemin comme rencontre? Les rencontres, déjà. Toutes les rencontres. Voilà. Vous savez, il y a un proverbe que j'aime beaucoup en basque qui dit bidaide gogaide, ce qui veut dire que le compagnon de route, donc bidaide, hein, donc celui qui est bidé et qui dé, celui qui est le compagnon de route, celui au sel, est aussi un compagnon en pensée. Merci. Alors, si vous avez des questions. Bonjour Aurélia, donc Bonjour. j'ai lu Septentrio, hein, donc je suis un amateur de littérature basque et de poésie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil, c'est l'utilisation, la coexistence à la fois de versification, de textes poétiques et de documents historiques. Je pense qu'il y a des lettres, des contrats, des inventaires, et le texte est mis en perspective et
Ça, c'est une tradition qui n'existe très peu, peut-être certains. Ça m'a fait penser à certains poètes américains qui ont utilisé, je ne sais plus si c'est Reznikov, les objectivistes, et un grand poète américain, j'ai oublié le nom, qui a utilisé des comptes rendus d'un tribunal pour dresser un portrait de l'Amérique, mais il a travaillé ces comptes rendus de tribunal. Donc ça, je trouvais ça très, très novateur. Et ça, c'est juste une petite remarque. Donc j'ai une question en tant que lecteur je suis également français. En tant que lecteur de littérature basque, je pense qu'il y a un problème d'accès à la littérature basque en France, peut-être du fait de manque de traducteurs littéraires. Je suis obligé de lire des traductions en anglais, en allemand, donc il y a beaucoup plus de traductions dans d'autres langues qu'en français. Alors, je veux savoir quelle est ton opinion là-dessus et comment remédier à cette situation. Je trouve que c'est quand même un comble, parce que le basque est quand même une langue du territoire de la France, Oui. et les lecteurs français qui n'ont pas la chance de parler le skara n'ont pas accès à cette littérature aujourd'hui, un accès plus limité que les Allemands ou les anglophones. Oui, alors, bon, nous sommes en Belgique, donc c'est un autre territoire, une autre position. Et merci donc pour les remarques. Non, je disais que nous sommes en Belgique, puisqu'il faut se situer d'abord. Hein, voilà. Donc nous ne sommes pas en France, mais alors je pense que la Belgique, peut-être a un positionnement différent. Le Québec, certainement, en a un autre différent. D'autres pays francophones aussi. En France, et il y a des efforts qui sont faits, hein, mais ça reste. Je veux dire, les promoteurs des littératures en langue régionale font tout leur possible, vraiment tout leur possible. Récemment, j'étais à la foire au Salon du Livre de Pau, il y a 3-4 semaines, et vraiment. J'ai pu rencontrer des auteurs, donc occitans, catalans, etc. Et ils font vraiment tout leur possible. Et j'en rencontre d'autres langues régionales. Mais c'est ça le problème. C'est le régional. C'est ça le problème. L'État espagnol a une issue. Peut-être qu'elle n'est pas idéale pour certains, mais c'est le fameux Premio Nacional de Literatura dont nous parlions. Il s'agit d'un prix prestigieux qui est donné à Madrid et qui concerne toutes les littératures de l'espace ibérique. Au Premio Nacional peuvent candidater, une fois passé la sélection dans le territoire, les auteurs qui écrivent en basque, en catalan et en galicien, s'ils sont sélectionnés, à travers ensuite, donc ils ont une traduction. Il s'agit d'une autotraduction ou d'une traduction qu'un traducteur leur a faite, mais ils peuvent légitimement candidater au Premio Nacional de Literatura Española, et plusieurs auteurs, dont Bernardo Achaga dont nous parlions, mais également Kirmen Uribe, dont nous avons parlé, Maria Schumlanda également, pour la littérature pour la jeunesse, donc ont eu le Premio Nacional de Literatura, ce qui leur ouvre immédiatement les portes, on va dire, j'allais dire de la célébrité, mais c'est un mot un peu qui est de trop, hein, là, mais quand même leur ouvre des horizons en Espagne évidemment, mais également en Amérique latine, puis ensuite vis-à-vis des autres maisons d'édition, y compris françaises, puisque ces auteurs-là peuvent très bien, vous pouvez les retrouver dans des grandes maisons, publiés dans de grandes maisons d'édition françaises, à travers la traduction en espagnol, hein, on a bien entendu. Mais bon, cela est possible. Ces auteurs-là, même si on zappe complètement sur leur texte en basque, puisqu'on parle de l'autotraduction ou de la traduction en espagnol, vous pouvez les retrouver dans de grandes maisons d'édition françaises. Je pense à Achaga et je pense à Kirmen Uribe. Voilà.
pour nous, au sein de l'Hexagone, lorsque nous n'avons qu'un seul passeport, puisqu'il faut avoir le passeport espagnol pour pouvoir postuler au Premio National, hein, voilà. Donc, là, pour nous, ça n'est pas si. Vous avez 2 passeports, vous pouvez, mais vous pouvez aussi, évidemment, vous franchissez les différentes étapes. Encore faut-il les franchir. Donc, en France, il y a un positionnement qui est différent. Je pense peut-être Bernard Manciette est sorti de ce cadre à travers le très beau travail qui a été fait. Je crois que c'est sorti à la NRF. Hein, donc voilà, il y a une traduction, une auto-traduction en français de Bernard Manciette, avec le texte en occitan, très beau, très bel ouvrage, préface. C'est un travail d'un collègue de Bordeaux 3, hein, Guy Latry. Et là, oui, c'est vrai. Là, moi j'ai découvert cet ouvrage dans une librairie parisienne du 20e arrondissement. Voilà. Et le livre était, n'était pas dans une catégorisé, on va dire, littérature régionale, parce qu'il y a langue régionale, littérature régionale, ce n'est pas la même chose. Tout ça est distinct, mais c'est ça. C'est trop marqué, je veux dire. Je ne sais pas comment en sortir. Moi, je n'ai pas la solution, mais je pense que c'est une évolution qui va fatalement avoir lieu, je pense. J'ai une dernière question, c'est en tant qu'écrivain d'une langue minoritaire, oui. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité encore plus grande d'obligation d'écrire parce qu'on est porteur d'une langue et on veut contribuer au développement de cette langue Bien sûr, quand on est écrivain, il y a toujours cette nécessité d'écrire, mais le fait d'écrire dans une langue vraiment minoritaire fait que, on se sent responsable. Oui. Oui. Le chaînon le maillon d'une chaîne. Oui, oui, je pense que oui. On ne peut pas échapper à... Parce qu'évidemment, c'est vrai, sinon c'est le... Alors là, du coup, le silence, mais le silence, pas le silence dont nous parlions tout à l'heure, qui n'est pas un silence. Mais du coup, c'est vrai, vous pouvez contribuer. Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi ajouter, si vous voulez. Je cherchais... mais on a une responsabilité. Ceci dit, il faudrait... Enfin, je ne sais pas comment le dire. On ne se pose pas la question tout le temps. Voilà. Quand c'est trop lourd. Je ne sais pas comment vous dire. Quand vous êtes sur votre feuille de papier en tant que simple auteur, vous ne portez pas le poids du monde non plus. Il ne faut pas non plus trop porter parce que sinon, c'est trop. Une autre question? Sinon, merci. Je vous remercie. Merci à vous. Ah, une question. C'est pas une question, c'est un désir très égoïste, mais j'aurais bien voulu entendre 2-3 minutes en basque, si vous n'êtes pas trop fatigué. Avec une autre traduction peut-être, ou une auto-traduction. Ça c'est vous qui choisissez. Vous parlez de basque? Vous parlez, non. Mais vous le lisez. Ah oui, non, d'accord. Oui. Je vais vous lire en bilingue, quelque chose de court. Quelque chose de court. Enfin, assez court. Ce sont les ballades
vous lire donc une partie en basque et puis là ensuite je vais continuer en français. Il s'agit du 6e outport port du bout du monde de Terre-Neuve que j'ai parcouru avec un document ancien chemin qui n'a rien de... C'est un document technique. Voilà. Moi, j'aime bien. Parean, sadel huartean, lehengo euskal marinelen hilerriak. Ehun bat baino gehiago gorputz, 20. mende bukaeran atxeman zituzten han. Euskal marinelek haizearen menturan utzi zuten orain sadel deritzaten leku hau. Eta bizkitartean, euskaldunen oroitza bizirik bila gaur Red Bane. Bizkarrean, iparburua doazen haitz biluzia limaleak. Aitzinean, ikusahala luzea den itxasegia eta Strait of Belle-Île, Blue, ilunaren eremu hedatua. Agorrileko egun hau loriagarria da. Itxasoa dirdiraka ari da bainan uhinak handi. Tu uindi dio Red Bayko itxasturiak urariso. Haizea, haizea beti, haize sobera. Eguerdiko eguzki saminean, Red Bayko anis eta beltxut kolorezko etxe tipitoek hondartza gorriluna argitzen dute. Hego labradoreko arantzaleak munduak ahantziak ditu. Hemen langabezia eta miseria franko. Boituztik balea porturat, bada lekoa bat eta boituzko uesteko puntan bada basa estali bat zeinatan hartaz barkuetik untziarekin gutitan iragan ahal daiteke hartarakotzat basa hari guardia emanen diozu. De Boitous à Port-Baleine, il y a un lieu et à la pointe ouest de Boitous se trouve un récif couvert au travers duquel il est difficile de passer avec un navire. Prenez donc garde à ce récif. En face, Saddle Island, l'ancienne île de Boatus ou de Boitous. Là-bas, les ossements des pêcheurs de baleines, ensevelis sous l'oubli. Rivage interminable. Énorme rocher nu qui continue vers le nord du Labrador. Mer bleu marine, frémissante. Le vent du nord souffle par rafales. Je n'irai pas sur l'île de Boatus. Le marin de Red Bay refuse de prendre la mer. Too windy. Sous le soleil âpre de midi, les petites habitations couleur d'anis et de lavande. La grève lit de vin.